La conférence de ce soir va être donnée par le professeur François Chapleau, qui est biologiste. Le titre de la conférence, c'est « Les Jeux olympiques aux écoles, les normes équitables pour le sport féminin ». Dans les actualités, je voulais mentionner ce mois-ci qu'on a eu trois grosses nouvelles aux États-Unis. D'abord, il y a un psychologue et un chirurgien qui ont été condamnés à payer 2 millions de dollars pour l'ablation des seins d'une adolescente de 16 ans. Toute la question était reliée, si on veut, au consentement, parce que la jeune fille, elle voulait vraiment ne plus avoir de seins et tout, elle voulait se faire considérer comme un garçon. Fait que c'était un garçon trans, si on veut, mais elle n'aurait pas donné un consentement éclairé. Puis des années plus tard, elle est allée en cours pour faire reconnaître qu'elle n'avait pas donné un consentement éclairé. Et ça a fait bien des vagues, si on veut. L'American Society of Plastic Surgeons, qui est l'ASPS, si on veut, la Société américaine des chirurgiens plastiques, elle s'est prononcée maintenant contre les opérations chirurgicales transgenres chez les mineurs. Et maintenant, elle recommande de ne pas faire ces opérations-là avant 19 ans. Et cette association-là, c'est celle qui fait... 90% des chirurgiens esthétiques aux États-Unis font partie de cette association-là. Et ce sont eux qui font les mastectomies aux États-Unis. Alors, c'est quand même très gros comme décision. C'est pas quelque chose de mineur. Et l'American Medical Association aussi a changé un peu son fusil d'épaule. Ils ont déclaré que les preuves en faveur des interventions chirurgicales d'affirmation du genre chez les mineurs sont insuffisantes pour nous permettre de nous prononcer de manière définitive. Alors, l'AMA, l'American Medical Association, et la SPS, les deux veulent remettre les interventions chirurgicales chez les mineurs à plus tard, à l'âge adulte, c'est-à-dire à 19 ans. Fait que c'est vraiment majeur au niveau des transitions des personnes trans. Pour revenir à notre conférencier de ce soir, François Chapleau, il est professeur émérite de biologie à l'Université d'Ottawa. Il a donné des cours sur l'anatomie et l'évolution des vertébrés, incluant l'humain. Il étudie et partage ses connaissances sur la diversité et l'évolution du vivant. Il est chercheur, spécialiste de l'évolution et de l'écologie des poissons. Puis justement, dans ceux qui le critiquent, il y en a qui disent qu'il se connaît juste au niveau des poissons, mais chez les poissons, il y a des changements de sexe. Alors, je trouve personnellement que c'est une bonne, comment je pourrais dire ça, c'est une bonne expertise pour parler de sexe en biologie. Il est, entre guillemets, militant pour la science. Je dis militant ici, entre guillemets, parce qu'on ne milite pas vraiment pour la science, mais n'empêche que c'est ça. Depuis quelques années, il a mis son expérience scientifique au service d'enjeux sociaux, notamment s'intéressant aux impacts de la négation de la réalité biologique du sexe. Il dénonce aussi les amalgames qui sont trop souvent faits entre sexe et genre. En 2024, il a eu le prix Sceptique pour ses vidéos et ses articles expliquant de façon vulgarisée et détaillée la notion de sexe dans sa binarité et non pas comme un prétendu spectre. Ici, j'ai mis la liste des 5 vidéos qu'il avait préparées à ce moment-là. Il y en a peut-être des nouveaux aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que François nous en parlera tantôt. Et je voulais mentionner finalement que François a été censuré à l'Université d'Ottawa. Il y avait une conférence qui était prête. Il avait été invité comme conférencier, puis finalement, ça a été annulé complètement. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un étudiant qui est vice-président équité de l'Association des étudiants en sciences qui a envoyé un courriel dans lequel il demande l'annulation de la conférence parce qu'elle contribuerait à créer un environnement d'apprentissage non sécuritaire et ferait la promotion de positions qui alimenteraient les sentiments anti-trans et anti-queer sur le campus. Il accuse aussi le professeur Chapleau de transphobie, d'islamophobie, de négation du racisme systémique. Puis, ça c'est un article, ces extraits-là viennent d'un article de Joe Facal. Et Joseph Facal conclut en disant que l'Université d'Ottawa et ailleurs, la liberté académique s'arrête là où le décide le militantisme et les directions qui s'écrasent. Alors, sur ça, je vais laisser la parole au professeur Chapleau pour qu'il puisse commencer sa conférence.
Alors, merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie grandement d'avoir l'opportunité de parler de ces choses-là. Le sujet d'aujourd'hui, je veux jeter un regard critique sur les règles d'admissibilité pour les catégories sportives féminines, notamment aux Jeux olympiques. Je vais limiter mon sujet parce que c'est un sujet très vaste. J'avais le secret espoir que le CIO publie ses nouvelles règles d'admissibilité pour les catégories sportives avant la conférence. Il l'avait mentionné à l'automne, mais finalement, ça va être retardé. Alors, au lieu que ça soit que la critique inclue ces normes-là, je vais conclure en prédisant quelles vont être ces normes. Alors, je prends une chance. Alors, donc, ça va être amusant. Et l'idée, c'est évidemment de fonder ces normes-là sur la science, sur la réalité biologique du sexe et sur la biologie, la réalité biologique là, du sport comme tel. Alors donc, allons-y. Je mets toujours un avertissement, je le fais toujours parce que sinon je me le fais reprocher par la suite. J'ai l'habitude là, mais il reste que c'est un peu fatigant. Alors donc, rien dans cette présentation doit être compris comme une remise en question de l'existence ou de la valeur des personnes transgenres ou des personnes présentant des anomalies de développement sexuel. Cette présentation ne remet pas en cause le droit des personnes transgenres ou intersexes à participer au sport structuré ou compétitif. Mon objectif, c'est d'examiner le débat qui entoure l'admissibilité ou l'éligibilité, qui serait un anglicisme, alors c'est pour ça que je prends l'admissibilité, aux catégories sportives féminines dans une optique d'équité, de sécurité et d'inclusion. Alors, ma présentation, voici la structure, un bref historique, pourquoi une catégorie féminine, base évolutive, l'avantage physiologique mâle, je vais vous expliquer ce que c'est plus tard. Les critères d'admissibilité dans les catégories féminines, vous allez voir que c'est pas simple. Les enjeux d'admissibilité dans les catégories féminines, je vais examiner quatre enjeux. Premièrement, certaines définitions qui ont été torturées, un peu tordues. Je vais regarder, évidemment, l'éternel conflit entre équité et inclusion, les enjeux liés aux personnes transgenres, finalement les enjeux liés aux personnes intersexes. Puis je vais terminer par ma conclusion, ça va vers un cadre rationnel d'admissibilité à la catégorie féminine. Alors, mon historique va être très bref. Là. Il faut remonter dans les années 1870 pour voir les premières compétitions accessibles aux femmes, puis elles étaient dans des compétitions de marche sur de très longues distances, souvent à l'intérieur, il faut s'entendre, et aussi de vélo, notamment le Grand Bi, comme ici. Ici, vous avez Madame Aloïse Brisebois de Saint-Clet, qui était une femme forte à l'époque et qui était une star de ces compétitions-là, et puis elle faisait de l'argent avec ça. Alors, donc, il y avait donc des récompenses associées avec cet achat. Si on va tout de suite dans les Jeux olympiques de l'ère moderne, les premiers Jeux olympiques en 1896, il était interdit aux femmes d'y participer. Il a été interdit aux femmes d'y participer, mais dès 1900, comme vous voyez dans le tableau à droite, qui a été généré par le CIO, on voit les premières disciplines qui ont été acceptées, les épreuves qui ont été acceptées pour les femmes. Et par la suite, il s'en est ajouté plusieurs. Chaque ajout, souvent, a nécessité un lobby assez intéressant. J'en mentionne un, Alice Milia, la madame qu'on voit ici en bas, vers 1920, elle a demandé au comité, au CIO, s'il y a possibilité d'ajouter des compétitions en athlétisme. Des compétitions féminines en athlétisme aux Jeux olympiques. Le CIO a refusé. Alors, comme c'était une femme entreprenante, elle a décidé d'organiser ses propres Jeux. Alors, les Jeux olympiques féminins qui ont attiré des centaines de femmes dans diverses épreuves. Alors, ça a commencé en 1922, ça a terminé en 1934. Principalement parce que finalement le CIO a accepté l'athlétisme en 1928 aux Jeux olympiques. Alors donc, c'est une histoire qui se termine un peu, on peut dire, pour les Jeux d'été à Paris. À Paris, on avait une équité, 50% femmes, 50% hommes, pour la première fois de tous les Jeux.
OK. Alors, donc, 50% hommes, 50% femmes. Et il y avait au-delà de 10 000 athlètes avec une parité dans 28 des 32 sports, 329 épreuves, presque 50-50 en ce qui a trait aux parités hommes-femmes dans le nombre d'épreuves. Les Jeux actuels de Milan-Cortina, on a à peu près 3 900 athlètes, un peu plus d'hommes que de femmes, 116 épreuves, puis la parité des sexes est dans 12 des 16 disciplines. Donc, on est vraiment dans un mode là, on se rapproche de la parité là, à peu près à tous les niveaux, au niveau des Olympiques, et c'est très bien comme ça. Pourquoi une catégorie féminine? Ben, je fais un constat général qui est un petit peu à l'origine de la création d'une catégorie sportive féminine. Ben, au moins d'un point de vue du sport, à niveau d'entraînement équivalent, les performances physiques maximales des hommes sont supérieures à celles des femmes. Ça, en tant que tel, c'est un bon critère pour créer deux catégories distinctes. On sait que la séparation homme-femme s'inscrit dans une logique qui vise à créer des conditions plus justes pour comparer des performances. Alors, on compare des femmes avec des femmes et non pas des hommes avec des hommes. On sait que le sport se sépare déjà les compétiteurs à l'intérieur de chaque sexe, c'est-à-dire qu'on va voir pour certains sports comme la boxe, ça va être par le poids. Pour d'autres sports, je pense au soccer, on va avoir des compétitions pour les moins de 16 ans, moins de 18 ans, pour les vétérans. Évidemment, pour le parasport, ben, ça va être par handicap. On sait qu'il y a possibilité de séparer. Mais l'idée de combiner les femmes et d'y aller par capacité physique, ça devient extrêmement compliqué parce que les différences hommes-femmes sont vraiment majeures et il serait difficile d'avoir des compétitions équitables. Mais c'est ce que, en ce moment, on entend certainement de la part de ces personnes qui sont anti-binaires au niveau du sexe. Ben, on veut autre chose. Alors, pourquoi une catégorie féminine? Ben, elle permet aux femmes de se mesurer entre elles dans un contexte sécuritaire et équitable, entraîne la création de sports d'élite pour filles et femmes, donc gloire, médaille, contrat et argent, c'est quand même important, et créer des modèles pour les filles et les jeunes femmes faisant la promotion de la pratique du sport. Alors, au cours du 20e siècle, vraiment, là, deux catégories distinctes étaient reconnues au niveau du sexe, mâle-femelle, c'était très clair. Il n'y a jamais eu même les revendications féministes du 20e siècle, sauf peut-être la dernière décennie, là où ça s'est compliqué, n'ont jamais remis en cause l'existence des deux sexes et l'importance des différences biologiques entre les hommes et les femmes. On le savait, on le comprenait, on l'acceptait et on allait de l'avant. Donc, dans le domaine sportif, c'était clair. Là, si tu étais un homme, ben, tu participais dans les catégories garçon-homme. Si tu étais une femme, tu participais dans des catégories filles-femmes. Dans les cas spéciaux, les personnes intersexes, c'était traité au cas par cas et avec des décisions qui étaient peut-être parfois qui n'étaient peut-être pas justes, mais quand même, c'était traité au cas par cas parce que ce sont des proportions minimes de la population qui se retrouvent dans cette situation-là. À compter des années 1990, il y a eu la mise en place d'une nouvelle idéologie, progressivement, une nouvelle idéologie sociale qui a remis en cause la catégorie femme, le modèle du binaire du sexe, puis pour porter un accent particulier sur la diversité des réalités biologiques très rares, comme notamment les variations intersexes et les personnes transgenres. Alors, politiquement et juridiquement, tout à coup, ces minorités très minoritaires se sont trouvées à l'avant-scène de normes de non-discrimination qui ont forcé les instances sportives à repenser les règles d'admissibilité dans la catégorie féminine. On y a repensé, en fait, on a réévalué les choses et ça a donné le résultat qu'on est. Alors, qu'on va voir dans quelques minutes. On pousse fort là-dessus. Là. Je veux dire, il y a vraiment un mouvement idéologique très puissant pour faire disparaître ou du moins démoniser les catégories sportives hommes-femmes. Il y a des articles que je mentionne ici qui ont été publiés à cet effet, qui sont toujours mentionnés par ceux qui sont en faveur de cette idéologie. Je le résume brièvement. Les catégories sportives hommes-femmes sont perçues dans le patriarcat comme étant socialement construites, illusoires, porteuses d'inégalités, d'oppression envers les femmes, et notamment au niveau de l'accès aux ressources. Ça, ils ont peut-être pas tort, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être historiquement eu un manque de ressources pour le sport féminin, et c'est peut-être encore le cas dans certaines situations, mais il reste que
les catégories sportives hommes-femmes sont fondées sur la biologie, pas sur une idéologie. Alors donc, on va y revenir là-dessus. Le règlement actuel aboutirait surtout à l'exclusion des athlètes trans et intersexes au nom d'une justice de performance qui ne serait pas réelle. Autrement dit, cette idéologie-là, et dans ces articles-là, vous allez voir, ailleurs, on affirme qu'il n'y a pas de différence entre une femme trans et une femme. On ne reconnaît pas qu'il y a une différence au niveau de la capacité de performance. Puis finalement, ben, dans l'article en bas de la page, qui était particulièrement intéressant, fascinant, comment on vit une illusion, c'est assez extraordinaire. Mais à l'école, la nouvelle génération d'élèves ne croirait plus en la binarité des sexes. Alors, tous ces règles-là de catégories sportives hommes-femmes, ce sont des règles sexistes dépassées qui font que les filles sont considérées comme étant inférieures, alors que si on avait un autre modèle plus inclusif, fondé sur les capacités plutôt que sur le sexe, ça serait plus approprié. Alors, quand on cherche dans ces textes-là, parce que les deux textes en parlent, les capacités, c'est jamais clair. Hein? On n'a pas de solution, mais on est en mode destructeur et c'est assez typique de cette idéologie-là. Alors, regardons des données maintenant. Alors, l'écart de performance homme-femme. Alors, ici, on a dans 3 sports l'évolution des écarts de performance depuis presque le début du siècle. Alors, on voit en athlétisme, natation, et ici, c'est le marathon, donc une autre, et en haut, la ligne en haut, ça représente les hommes, la ligne en bas représente les femmes. L'écart, ben, il se situe entre les deux. Alors, on voit qu'au début, l'écart est toujours assez important. Par la suite, quand on regarde l'évolution, on s'aperçoit que l'écart diminue et de façon intéressante, et c'est noté pour à peu près 80 sports dans l'article. Je mets toujours la référence en haut de la diapo, là, si jamais ça vous intéresse. L'écart a diminué progressivement et les records mondiaux se sont comme stabilisés dans les années 80, et pour à peu près tous les sports. Évidemment, il y a toujours des records mondiaux qui se font, mais c'est sur des marges relativement petites. Alors, c'est sûr qu'un écart comme ça ici, c'est probablement relié au fait, en partie, aussi grand en athlétisme, par exemple, c'est probablement relié à la qualité de l'entraînement et le nombre de personnes qui étaient impliquées dans ce genre le nombre de femmes impliquées là-dedans. L'écart s'est rapetissé, on peut présumer que les nombres d'entraînement se sont améliorés, la qualité de l'entraînement s'est améliorée, et finalement, dans les années 80, on a atteint presque une espèce de summum à ce niveau-là, une espèce de paramètres d'entraînement qui sont excellents, de sorte que on voit que la différence qu'on a ici serait une différence qui serait plus réelle, liée à la biologie et non pas à l'entraînement comme tel. L'explication du plateau ici est dans les années 80, on l'attribue à plusieurs choses. Ben, c'est ça, la qualité de l'entraînement, mais aussi on l'attribue aussi aux règles antidopage qui ont fait que tout à coup, il est plus difficile d'avoir des records mondiaux. Et ces règles-là ont surtout été effectives dans ces années-là, mis en place dans ces années-là et le sont encore. Alors, ce que les chercheurs ont trouvé au niveau du sport, c'est que l'écart de performance entre les sexes favorise toujours les hommes. Il peut varier de 10 à 50 %. Vous avez un tableau ici qui a été publié en 2021 qui a standardisé à 100 % la performance des femmes et qui ajoute l'écart obtenu par les hommes. Alors donc, c'est un écart qui est assez généralisé. En athlétisme, c'est la même chose, avec le même système. L'écart ici se situe entre 10 et 25 % selon les disciplines par rapport aux femmes. Ce qui est important de voir, c'est que cet écart-là évolue, si on veut, dépendant de l'âge. Alors, ce graphique-là nous montre la différence entre les sexes, le pourcentage de différence entre les sexes de l'âge de 7 à 18 ans. On voit que avant la puberté, qui commence à peu près à 11 ans, on a un écart de performance. Il y a des différences de performance, donc il existe, donc il y a quelque chose qui se passe à cette époque-là, mais c'est assez stable. C'est-à-dire, il n'y a pas de hausse importante qui se fait entre l'âge de 7 et 11 ans. La minute qu'on tombe à 11 ans, ben là, on rentre dans des performances qui sont influencées par la puberté, et là, il y a une augmentation assez importante de l'écart de performance. Alors, il faut essayer, pour expliquer ceci, ben, il faut aller un petit peu plus creux pour comprendre. Cette diapo est importante pour une autre raison. Il existe un écart de performance entre, par exemple, 7 ans et 11 ans.
et en athlétisme. La raison de cet écart est intéressante parce que si on veut une catégorie féminine équitable, est-ce qu'on doit en tenir compte? Alors donc, évidemment, des sports à 7 ans, organisés à 7 ans, à 10 ans, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on veut imaginer d'où se peut provenir cet écart-là, ben, on peut imaginer peut-être, il y a une tendance à dire que oui, effectivement, l'impact de la testostérone, ça commence dans l'utérus, mais en même temps, cet impact-là peut être créé une prédisposition au sport qui fait que l'écart de performance se fait. C'est-à-dire les garçons seraient plus intéressés à être actifs physiquement que les filles. Alors, donc, évidemment, en moyenne toujours, quand je dis ces choses-là, c'est pas... mais il reste qu'il y a un phénomène ici. Alors, il y a une grande question aux États-Unis en ce moment, c'est une des questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait avant la puberté? Est-ce qu'il faut établir des règles? Alors, pas certain que c'est nécessaire, mais c'est une chose qui est en place. Mais ce qui est clair, c'est qu'après la puberté, l'écart de performance augmente sensiblement. Alors, c'est quoi ça, cet écart de performance-là? Dans ce tableau, j'ai résumé certains des éléments physiologiques et des phénomènes physiologiques qui sont reliés à cet écart. J'ai fait une sélection juste parce que, pour le voyez, mais le tableau a à peu près le double la longueur. Ce sont des études qui ont étudié l'écart, on a étudié la différence entre hommes et femmes pour certains caractères, on a étudié des éléments comme la force, le rapport masse maigre, masse totale, masse musculaire totale, la taille qui est une structure importante. Puis on a pu établir qu'en moyenne, les hommes ont ce qu'on pourrait appeler des caractéristiques supérieures, une validité, comment je pourrais dire, un niveau de performance supérieur qui est lié à ces caractéristiques-là, que ce soit cardiovasculaire, le sang, tout. Il y en a énormément. Puis on parle ici, et le terme va revenir très souvent dans la présentation, de l'avantage physiologique masculin. L'avantage physiologique masculin, c'est l'ensemble de toutes les caractéristiques physiologiques qu'on peut imaginer. Et dans le cadre des performances sportives, l'homme a l'avantage sur la femme. Alors, ça varie selon le type de sport. Là, évidemment, je vous ai montré des moyennes tout à l'heure, des écarts tout à l'heure, mais ça varie selon le sport. Mais ce qui est intéressant avec ce tableau ici, qui montre une de ces variables, c'est la masse du ventricule gauche. Ici, on a la masse du ventricule gauche absolue et relative. Je pense que c'est relatif à la masse maigre du corps. Mais le point important, c'est que les personnes sédentaires, ici, qui sont indiquées ici, vous voyez l'écart qu'il y a entre une femme et un homme, c'est spectaculaire. Mais évidemment, cet écart-là est reproduit lorsque les personnes sont actives, mais la hausse est quand même, l'écart reste de façon importante. Donc, c'est vraiment un avantage physiologique qui touche à l'ensemble de la morphologie de l'homme. Bon, l'explication de cet avantage maintenant réside en grande partie dans l'action de la testostérone lors du développement de la personne. La testostérone, c'est une hormone sexuelle stéroïdienne, c'est-à-dire c'est une dérivée du cholestérol. Elle est principalement produite par les testicules, à 95% à peu près, et en plus petite quantité par les glandes surrénales, on dit à peu près 5%. Les ovaires en produisent aussi, donc le sexe féminin en produit, mais à peu près en concentration équivalente de celle des glandes surrénales, donc à peu près 5%. Le rôle clé de la testostérone est certainement la masculinisation du corps lors de son développement. Et c'est important ici, ce concept-là, c'est vraiment dans son développement. L'idée, évidemment, grosso modo, la testostérone facilite l'absorption de nutriments par plusieurs systèmes corporels, donc favorise la croissance des structures et confère un avantage comme tel. Bon, la diapo la plus biologique, la plus de la présentation, et je m'en excuse, mais je peux pas passer à faire autrement. Je voulais vous présenter comment se fait la régulation hormonale du système reproducteur. Et l'idée ici, c'est de montrer que effectivement, la testostérone, tout le monde en a entendu parler pour ce qui est de la puberté, et comme c'est important comme facteur, mais à l'intérieur de toute cette dynamique de production de testostérone, il y a un axe, l'axe gonadotrope, que j'ai illustré à droite ici, qui fait intervenir l'hypothalamus, qui, par voie hormonale, va envoyer une hormone, le GnRH,
la glande pituitaire, qui elle-même va envoyer deux hormones, LH et FSH, vers les hormones, vers les organes reproducteurs mâles-femelles pour leur maturation, pour la production des cellules, des cellules sexuelles, etc. Et c'est un système rétroactif, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a assez, il y a un signal qui est envoyé au cerveau pour arrêter le cycle. Mais enfin, le point important ici, c'est qu'on a dénoté qu'il y avait 3 pics de l'axe gonadotrope où il est très actif. Le premier pic est c'est au 2e ou 3e semestre, je ne me souviens plus exactement, où là, on retrouve un afflux important, l'axe gonadotropique est important, on va avoir un afflux important de testostérone chez les mâles, puis on va avoir évidemment un afflux aussi d'hormones sexuelles chez les femelles, mais pas autant de testostérone, évidemment. Puis c'est là qu'on va commencer à voir, si on veut, un premier développement des organes génitaux masculins et une première programmation hormonale du cerveau. Alors, c'est important, ce point-là. C'est encore controversé, évidemment, à savoir qu'on est mâle et on est femelle et qu'il y a un fondement physiologique associé avec ça. Alors, donc, ça expliquerait les comportements différenciés qu'on peut observer entre les bébés mâles et les bébés femelles. Il y a un deuxième, après la naissance, il semblerait que la naissance en tant que telle crée une perturbation importante dans l'environnement du bébé et on arrête l'axe gonadotrope devient presque inactif. Mais de 0 à 6 semaines par la suite, il va se produire une mini-puberté. Cette mini-puberté va continuer ce qui a été commencé par le premier pic et il va y avoir donc la formation de testostérone, rôle dans la maturité testiculaire et du cerveau. Et il va y avoir aussi dans ce pic-là des organes femelles qui vont, des hormones femelles qui vont être produites, mais pas en aussi grande quantité que la testostérone, qui vont influencer sur l'utérus et la maturation du cerveau également. Alors, ces 3 pics-là sont importants, puis finalement, vous avez le 3e pic pour la puberté. Mais ceux-là ici peuvent peut-être expliquer les différences de performance entre les filles et les garçons en bas âge. OK. Cette puberté, le pic 3, qui est vraiment importante, dans le sens qu'il y a une montée progressive de la testostérone, on le voit ici par les rectangles bleus, ici, à partir de l'âge de 10-11 ans, c'est le temps de la puberté, puis il y a une stabilisation à 18-19 ans. Alors donc, cette montée-là est évidemment très visible chez les hommes, mais chez les femmes, ça reste relativement mineur. Donc, essentiellement, c'est cette montée-là qui fait qu'on va produire tous les traits associés avec l'avantage physiologique masculin. Alors, après la puberté, les hommes produisent jusqu'à 20 fois plus de testostérone que les femmes. Alors, j'ai dit pendant plusieurs années, un des mantras de mon discours, c'était que le sexe est binaire, mais que la biologie sexuelle n'est pas binaire en général, dans le sens que il y a beaucoup de variabilité, il y a même du chevauchement dans certains traits, si on pense à la taille et tout ça. Mais il y a une deuxième chose qui est binaire chez l'homme et chez la femme, c'est le taux de testostérone sérique qu'on va retrouver à l'intérieur d'un corps adulte, mâle et femelle. Vous avez ici 2 courbes qui sont séparées de façon importante, qui montrent qu'est-ce qu'on va retrouver comme testostérone dans les deux. Parce que dans le discours public qu'on entend souvent, on va parler de femmes qui ont des niveaux de testostérone équivalents à des hommes. Bien, ça ne se peut pas. En fait, il y a 3 possibilités. Je ne dis pas ça se peut pas, ça se peut. Mais il y a 3 raisons qui pourraient être invoquées. La première, dopage. La deuxième, une maladie particulière des femmes, des cystes aux ovaires qui ont tendance à produire beaucoup de testostérone. Alors donc, il pourrait y avoir une augmentation de la testostérone. Mais cette augmentation de testostérone-là ne fait pas sortir une personne de la courbe que vous voyez ici pour les femmes. Alors donc, c'est un... Et la troisième, évidemment, si vous avez une personne qui a un taux de testostérone équivalent à celui d'un mâle, alors qu'il se considère femelle, ben, c'est parce que c'est un mâle. Okay? Alors, on a eu des cas, par exemple, aux Olympiques, où on a soupçonné que des personnes qui avaient été identifiées comme femelles étaient de fait des mâles. Alors donc, le taux de testostérone à ce moment-là pourrait être très bien indicateur de cette réalité-là. Alors donc, c'est important ici. Et je porter votre attention à une autre
une autre chose sur cette courbe-là ici, importante. Dans les critères d'admissibilité catégorie féminine du CIO et même de l'association de World Athletics, vous allez voir des taux de testostérone pour permettre aux personnes transgenres de pratiquer dans la catégorie féminine qui vont aller de 10, ça va être la limite, donc 10, ici vous avez les hommes, ici vous avez les femmes, la ligne bleue correspond à l'écart type là, pour les hommes, puis la ligne rose c'est les femmes, donc c'est la distribution possible. Alors 10 nanomoles, on est encore un homme au niveau de la testostérone. Alors on exigeait que la testostérone descende en bas de 10. Après ça, on a changé ça à 5. Puis après ça, on a changé ça à 2,5. On est rendu à 2,5 un peu partout. Alors, à 2,5, on n'est pas totalement, entièrement dans la... Mais on est pas mal proche d'une possibilité qu'on ait, de fait, qu'il n'y ait pas d'avantage physiologique masculin. Mais ces trois chiffres-là vont revenir plus tard. Je voulais vous les montrer sur le graphique. Dernière chose, il y a eu plein d'études qui ont corroboré le fait qu'il y a une corrélation entre la testostérone sérique et les écarts de performance dans les sports. Je vous en mets une ici parce qu'elle est claire. Vous avez ici un graphique qui montre la différence entre les sexes puis la testostérone, la concentration de testostérone. Quand on est dans les bas, puis les cercles représentent un âge. Alors, jusqu'à 11 ans, on est dans un niveau de testostérone relativement bas, avec quand même parfois des différences de performance. Mais aussitôt qu'on embarque dans la puberté, c'est assez clair que l'écart augmente de façon spectaculaire et rendu à 18 ans, il y a un plateau. Alors, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, la corrélation entre la concentration de testostérone et les écarts de performance sont extrêmement bonnes. Et lorsqu'on analyse plus loin la dynamique de la testostérone dans le tissu, on comprend que c'est vraiment une cause à effet. C'est assez spectaculaire. Bon, l'influence de la testostérone sur le développement ainsi que le maintien d'un taux élevé de cette hormone chez l'adulte mâle apporte un avantage physique important, constant, cumulatif, durable dans le cadre de compétitions sportives. Cet avantage se manifeste dès la période prénatale, demeure discret, mais est présent durant l'enfance, puis se développe pleinement à la puberté et se maintient durant la vie. C'est ça l'avantage physiologique masculin. Okay? C'est une caractéristique importante. Alors, d'où ça vient? Alors, il y a une base évolutive, évidemment, à tout ceci. Elle n'est jamais mentionnée par les militants anti-binaires, par exemple. On considère que toute la vie commence à la naissance, que tous les paramètres commencent à la naissance. Alors donc, il y a une base évolutive à l'avantage physiologique mâle. J'ai essayé de l'exprimer le plus clairement possible dans la phrase sur le diapo. La différence fondamentale entre les hommes et les femmes sur les plans physiques et psychologiques sont en grande partie liées à leur histoire évolutive respective. Au fil des milliers de générations, des pressions de sélection de différentes natures ont façonné leur corps et certains aspects de leur fonctionnement psychologique. Et c'était souvent des pressions sélectives ou des pressions d'environnement qui étaient, évidemment, qui étaient contraires ou du moins qui étaient différentes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toute une science là-dessus. C'est tout le concept de sélection sexuelle. Alors, vous avez la compétition intrasexuelle. Au cours des ans, a fait que les morphologies des mâles sont changées. Alors, on peut imaginer une compétition entre mâles avec une possibilité que les mâles les plus gros, les plus grands, les plus forts aient eu un meilleur accès à la reproduction, aient été plus efficaces pour aller chercher des ressources. En tout cas, il y a plein de choses là-dedans. La sélection intersexuelle. Alors, de l'idée que les femelles, chez l'humain, doivent investir beaucoup d'énergie dans la reproduction, en ce sens qu'ils ont moins d'ovocytes, donc ils ont moins de chances de reproduction, mais aussi l'investissement en temps, en énergie, grossesse, allaitement et tout ça, fait en sorte qu'il y aurait un avantage d'avoir un partenaire qui soit efficace pour assurer la survie de la descendance. Alors, on parle encore ici possiblement de force, de puissance, de capacité de déplacement, peu importe là, les caractéristiques. Puis, la sélection naturelle, évidemment, moi, je pense toujours à l'idée que les femmes, en général, ont les hanches plus larges pour laisser passer un bébé qui a une grosse tête. Mais il faut penser que s'il y a une sélection pour ça, en même temps, il y avait une sélection pour une capacité de déplacement importante parce que le mode de vie
des populations ancestrales humaines étaient de chassette-cueilleur, de nomadisme. Alors donc, essentiellement, les hanches sont un compromis entre plusieurs pressions sélectives. On peut comprendre que quand on regarde la morphologie des hanches et du tibia, qu'il y a des différences morphologiques importantes qui peuvent influer sur le sport. Alors l'idée, c'est que tout ça, ça a évolué dans le but de favoriser un succès reproductif. Et une des conséquences de ceci, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de sport, donc on ne parle plus de quête de ressources, on parle de sport, puis d'avantages physiologiques, bien, ces différences-là se sont manifestées en partie, existent encore, sous la forme de cet avantage physiologique masculin qu'on a vu auparavant. Alors donc, c'est vraiment une perspective évolutive qu'il faut adopter et comprendre quand on discute de ce sujet-là. Alors, cet avantage physiologique mâle n'est pas artificiel, il n'est pas social, il n'est pas créé par patriarcat ou peu importe là, ce qu'on peut avoir. Il n'est pas idéologique, il est réel, il est mesurable, il y a un fondement qui est en grande partie héréditaire. Donc, pour finir mon point, donc deux sexes, deux ensembles de contraintes évolutives, deux profils physiologiques moyens, incluant ce qui façonne l'avantage physiologique masculin dans les sports. OK. Là, on va faire un petit peu voir un peu comment on a dealé avec ça, dealé ou cheminé avec ça dans les organisations sportives, notamment les Jeux olympiques, puisqu'on est dans les Jeux olympiques. Alors, comment on a géré l'admissibilité des catégories féminines? Alors, pendant longtemps, on se préoccupait surtout des imposteurs. Alors, il reste, semble-t-il, des hommes qui voulaient se faire passer pour des femmes. Donc, il fallait un minimum de vérification pour s'assurer qu'on avait des femmes qui compétitionnaient dans les compétitions féminines. Alors, de 1900 à 1930, simple déclaration, les documents civils, passeport était suffisant. Pendant 40 ans, on a fait des tests de féminité visuelle et gynécologique. Alors, ce sont les fameuses parades de la nudité pour s'assurer que les participantes avaient les bons organes. Alors, évidemment, c'est intrusif, c'est un bris à confidentialité, c'est épouvantable de faire subir ça. Alors, ça a été abandonné en 1968 pour être remplacé par le test génétique. Le test génétique, à l'époque, c'était la détection des corpuscules de Barr, qui est un test intéressant, mais qui avait, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne pourrais pas passer à travers la présentation, mais qui avait quand même des erreurs d'identification qui étaient liées avec ces corpuscules-là. Alors, donc, ça a été abandonné en 92. On a commencé un test génétique de détection du gène SRY, qui est situé sur le chromosome Y. Et comme le chromosome Y est situé et fait partie des chromosomes sexuels XY, donc propre d'un homme, on avait donc un bon test pour déterminer le sexe, mais il y a eu beaucoup de pression politique et sociale disant que c'était un test intrusif, que ça nuisait ça nuisait aux droits des personnes qui étaient dans les minorités. En fait, bref, tout ça pour dire que on a abandonné les tests génétiques en 1999, puis tout le monde a dit pour des raisons sociales et politiques, sauf qu'on n'a jamais consulté les athlètes elles-mêmes qui avaient rempli un sondage à l'époque et qui avaient dit qu'à 85% qu'ils ne trouvaient pas ça intrusif, puis qu'ils étaient d'accord pour continuer à faire les tests. Alors donc, ça a arrêté. Ça, c'était au 20e siècle. Au 21e siècle, là, ça s'est compliqué parce que on a commencé à essayer de réglementer dans les sports les personnes transgenres, les personnes qui avaient des réassignations sexuelles, les personnes intersexes. On a essayé de créer des règlements associés avec comment on va traiter ces personnes-là. Alors donc, le CIO, en 2003, a établi le consensus de Stockholm sur les réassignations sexuelles. Essentiellement, une chose horrible là-dedans, là, chirurgie. Il fallait que la personne, pour participer dans des compétitions qui étaient suite à une réassignation sexuelle, ben, il fallait avoir une preuve de chirurgie, modification des organes génitaux, gonadectomie. Il fallait que le nouveau sexe devait être officiellement reconnu par les autorités administratives compétentes. Alors, on parle de sexe légal. Alors, ici, je fais une distinction entre sexe légal et sexe biologique. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Parce que le sexe légal n'a plus vraiment rapport avec le sexe biologique. On y revient. Puis évidemment, on parlait d'hormonothérapie pendant une période de temps. Ça, c'était comme ça. Ça n'a pas fonctionné très bien, mais on a revu à la lumière, supposément, de nouvelles données,
les paramètres, le CIO a revu les paramètres, ça a été intitulé le consensus de novembre 2015. Là, on voulait vraiment harmoniser les conditions d'éligibilité pour les athlètes transgenres et intersexes. Par intersexe, on entendait les athlètes qui étaient hyper androgènes, donc il y avait des surplus de testostérone. Puis on voulait s'assurer pour que tous les sports, on ait quelque chose d'uniforme. Alors, première chose, c'est qu'il fallait que la personne ait son identité de genre pendant 4 ans. Et pendant toute la période des sports, là, c'était clair. Tout testostérone plasmatique devait être maintenu sur les 10 nanomoles. Vous vous souvenez que c'est le plancher de la distribution des hommes, ça n'a aucun rapport avec les femmes. Puis finalement, pour l'hyperandrogénie, on examinait pour les athlètes légalement femmes. J'insiste sur légalement femmes, mais il fallait qu'ils présentent un taux de testostérone qui était sous le seuil de 10 nanomoles. Au moins, on s'est débarrassé de la chirurgie. Comme exigence de participation. Alors, les problèmes avec ça, évidemment, c'est que les scientifiques se demandent encore d'où ça vient, ce 10 nanomoles-là. Ça n'a aucun rapport avec la réalité des femmes. Donc, c'était une décision administrative sans fondement scientifique. Le seuil de 10 nanomoles est de 5 à 33 fois plus élevé que les valeurs chez les femmes. Donc, encore là, ici, ça crée un problème. Puis, en se fiant au sexe légal, ça permet à des hommes porteurs de l'avantage physiologique masculin de participer dans les catégories féminines. Donc, on n'avait pas réglé grand-chose et le CIO a décidé en 2021 de tout scraper ça et de dire qu'à partir de maintenant, puis d'offrir un cadre pour l'équité et l'inclusion de la non-discrimination. C'est un document qui était une espèce de guide pour les fédérations de dealer avec la biologie. Alors donc, on élimine les limites strictes et universelles de testostérone, le CIO les a complètement enlevées. On confie la responsabilité de la gestion des critères biologiques aux fédérations sportives. Puis quand on lit le document, surtout, puis je vais y revenir, c'est un document qui n'est absolument pas aligné sur la science et qui est totalement idéologique. Alors on se retrouve avec des décisions assez bizarres, parce qu'aux Olympiques de Paris, par exemple, la controverse qu'il y a eu avec les 2 boxeuses, dont Iman Khelif, quand le CIO s'est retrouvé à être interrogé là-dessus, ben, ils sont raccrochés à la seule chose qui était capable de se raccrocher, c'était le sexe légal. Alors, le sexe sur le passeport. Alors que la réalité biologique, on va voir, où l'avantage physiologique masculin ne peut pas être détecté par le sexe légal. OK. Alors donc, en aparté, je vais mentionner brièvement parce qu'en même temps que le CEO essayait de se définir des modules pour l'admissibilité des catégories féminines, vous aviez l'International Athletic Federation à côté, aujourd'hui appelé World Athletics, je ne sais pas si ça doit être Athlétique Monde en français, qui, eux, ont pris plusieurs initiatives indépendantes. Alors, ils ont établi plusieurs critères. Je ne vais pas passer à travers. Je vais simplement vous faire remarquer l'évolution entre 2011 et 2023. On était à 10 nanomoles. En 2019, on était à 5 nanomoles. Puis là, finalement, en 2023, on est rendu à 2,5 nanomoles. Alors, donc, c'était le taux inférieur, le taux de testostérone qu'il fallait qu'une personne transgenre ait ou une personne intersexe ait pour être admissible dans la catégorie féminine. Quand on est rendu à 2,5 nanomoles, ça rend toute la participation des personnes transgenres et intersexes non féminines difficile ça crée une protection supplémentaire pour la catégorie féminine. Aujourd'hui, en fait, en septembre, je pense, le dernier, 2025, World Athletics a sorti des nouveaux critères. Il a scrappé tout le... Ben, j'arrête de dire des mots, des mots en anglais, mais ils ont complètement changé leurs paramètres. Ils ont décidé que ce serait l'absence du gène SRY, normalement trouvé sur le chromosome Y des hommes, qui serait le critère d'admission dans la catégorie des femmes. Les femmes transgenres, les femmes intersexes ne sont pas admissibles, sauf pour les cas de personnes intersexes souffrant d'une insensibilité complète à la testostérone. Alors, c'est un des cas d'intersexe qui existe. Ces personnes-là sont de fait XY, mais ont de la testostérone en masse et en produisent, sauf que l'organisme est insensible ils ne peuvent pas le synthétiser, donc il n'y a aucun avantage physiologique masculin associé avec
ces cas-là d'insensibilité complète à la testostérone. Alors, je me suis amusé, j'ai été voir, OK, maintenant, on va voir quels sont les critères pour les Jeux de Milan-Cortina si jamais on a une controverse. Il n'y en a pas eu, mais si jamais on a une controverse. Alors, j'ai été voir sur le site web de chacune des fédérations et j'ai été examiner quels étaient leurs critères d'éligibilité. Alors, pour 4 fédérations, celles qui sont indiquées là, il n'y en a pas. Alors, on parle d'EDI un petit peu de temps en temps, mais on n'implique absolument pas, il n'y a pas de politique d'admissibilité dans les catégories femmes. Alors, ça veut dire que si on se fait l'histoire, s'il n'y a pas de politique d'admissibilité, ça va être le CIO qui va trancher. Et on a vu que la dernière fois, le CIO aux Olympiques de Paris avait tranché pour le sexe légal, c'est-à-dire ce qui était écrit sur le passeport. Okay? Puis ça crée un problème. OK. Les autres fédérations qui sont présentées aux Jeux de Milan-Cortina ont des critères. Alors, par exemple, pour le hockey, c'est 5 nanomoles pendant au moins 12 mois avant la compétition. L'Union internationale de patinage, là, qui a plusieurs disciplines, ben, là, ici, c'est un taux de testostérone total qui doit être inférieur à 2,5. Puis, on ajoute que s'il y a une transition de genre avant l'âge de 12 ans, donc avant la puberté, ben, ils doivent garder le 2,5 nanomoles par litre au moins 12 mois avant la compétition. Et si la transition a lieu après la puberté, c'est pendant au moins 24 mois avant la compétition. Ils doivent évidemment garder ce niveau-là pendant toute la compétition ou s'ils veulent conserver leur admissibilité pour participer dans la catégorie féminine. La Fédération internationale de ski a décidé en 2025, à peu près en même temps que World Athletics, que ce serait la présence ou l'absence du gène SRY qui serait le critère. Alors, et c'est tout. Ils n'ont pas de procédure d'appel, c'est ça. Alors, donc, assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils font avec les personnes intersexes? Ça devient, qui ont peut-être, en tout cas, comme j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est ça. Alors, la Fédération internationale de ski alpinisme, ski mountaineering, ou de ski de montagne. Alors, c'est une petite fédération, je pense qu'ils ont 18 athlètes aux Olympiques. Eux ont des protocoles assez plus complexes, là, à savoir qu'ils ne doivent pas avoir connu de phase, aucune phase de la puberté au-delà du stade 2 de Tanner. L'échelle de Tanner, c'est une échelle qui permet de voir le développement des organes, par exemple, sexuels ou de la puberté. Et c'est juste avant le début de la puberté, ou quand il y a des premières traces de puberté, c'est le stade 2. Donc, et pour les hommes et pour les femmes. Alors, donc, ou après l'âge de 12 ans, selon la première éventualité. Et lorsque ça, c'est, s'ils n'ont pas atteint cette phase s'ils sont dans les règles, bien, ils doivent en plus garder un niveau de testostérone sérique en dessous de 2,5 nanomoles par litre. Alors, tous ces critères-là, c'est compliqué. Il y a des objections à y avoir d'un point de vue scientifique, mais ce sont des tentatives de gérer un problème qui est pourtant très simple. Enfin, on va y revenir. Alors, les enjeux de l'éligibilité dans les catégories féminines. Alors, je vais regarder 4, mais la première, je vais parler un peu de définition, parce que toute cette problématique-là relève du fait que depuis une vingtaine d'années, il y a cette notion que le sexe ne serait pas binaire. Alors, si le sexe n'est pas binaire, tout ce qui est binaire, là, ça irrite énormément ceux qui croient que le sexe n'est pas binaire. Et le sport, ça irrite ceux qui sont en faveur de la non-binarité. Et il y a un acharnement qui se fait là-dessus. Ça vaut la peine de juste remettre les choses en perspective. Sexe biologique est binaire, il est réel, il est binaire. Il y a 2 stratégies reproductives de base, produire des petits gamètes ou de gros gamètes. Les catégories mâles et femelles sont donc réelles, ancrées dans la biologie. La femme est la femelle de notre espèce. L'identification des sexes est exacte par l'observation des organes sexuels externes à la naissance dans 99,98% des cas. La présence de chromosomes XY est le meilleur prédicteur, puis on a à 99,9% que la personne a vécu une puberté mâle et est donc porteuse de l'avantage physiologique masculin. Alors, quand on lit ça, on se dit, il est où le problème? Hein? C'est assez clair. Alors, ce que le sexe n'est pas. Et là, je vais lancer une petite pointe à un organisme qu'on a au fédéral qui s'appelle le Canadian Center for Ethics in Sports. Je le dis en anglais parce que la plupart de leurs documents sont en anglais. Il y a très peu de choses en français, sauf une partie du site web. Ils ont changé de nom d'ailleurs. Maintenant, c'est Sports Integrity Canada. Mais
voici la définition de sexe de ce document très important qui est envoyé dans toutes les fédérations provinciales, de toutes les organisations et qui doit servir de guide pour le sport. Alors, donc, Creating an Inclusive Environment for Trans Participants in Canadian Sports. Alors, leur définition de sexe, je l'ai mis telle quelle. Sexe, classification des personnes en tant qu'hommes, femmes ou intersexuées. Le sexe est généralement assigné à la naissance et repose sur une évaluation du système reproducteur, des hormones, des chromosomes, d'autres caractéristiques physiques d'une personne, notamment ses organes génitaux externes. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de binarité. On a ajouté une catégorie intersexe qui, on va le voir plus tard, n'est pas un sexe distinct. On définit le sexe. On dit qu'il est assigné à la naissance, donc qu'il y aurait une incertitude à propos du sexe. Dans des diapos précédentes, j'ai dit que c'était à 99,98% quand même. Et que, évidemment, après ça, on rajoute un paquet de traits. On ne parle pas de gamètes. On évite tout ce qui est binaire. Là, on est allergique à cette notion-là. Alors, évidemment, cette définition du sexe-là n'a aucun lien avec la réalité du sexe. Alors, c'est une décision idéologique. Le sexe, ce n'est pas un amalgame de traits sexuels. On a aussi d'autres possibilités selon cette idéologie-là de destruction du sexe. On a dit que c'était sur un continuum alors que ce n'est pas, que c'est une construction sociale alors que ce n'est pas. C'est très bien définissable par des caractéristiques biologiques. Alors donc, c'est ce que le sexe n'est pas. Mais toute cette notion vague de sexe, ben, on l'utilise pour mener les arguments contre tout ce qui est mâle et femelle, même au niveau biologique. Au niveau social, on peut vivre avec. Mais au niveau biologique, on ne peut pas défaire quelque chose qui est une réalité biologique. L'identité de genre. Je l'ai mis ici parce que c'est un enjeu, parce qu'on va souvent parler, vous allez voir, sexe social au lieu d'identité de genre. Parce que la notion de sexe social, et c'est la même chose qu'identité de genre, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est le sentiment profond qu'une personne a de son propre genre. Alors, ceci peut inclure être une femme, un homme, les deux, aucun des deux ou toute autre chose. Alors, c'est n'importe quoi. C'est ton feeling que tu peux avoir de ta personnalité au moment où tu es. Et je respecte ça. Je n'ai pas de problème avec cette réalité-là en tant que telle. Mais je veux dire, il faut dire ce qu'elle est. Alors, d'un point de vue de l'éligibilité dans les catégories féminines, ben, je ne peux pas faire autrement. Et c'est ce qu'on fait, c'est la définition qui est dans ce document-là. Alors, on ne doit pas confondre le sexe, l'avantage et l'avantage physiologique masculin, qui sont des réalités biologiques et observables, et on ne peut pas le confondre et indépendante. Et indépendante, non, c'est pas indépendant. OK, pas de bonne phrase. Alors, ce que je veux dire, c'est que ni le sexe, ni l'avantage physiologique masculin est lié à un quelconque ressenti. On peut s'entendre là-dessus. Vous êtes un mâle ou une femelle, et l'avantage physiologique masculin, c'est observable à l'intérieur de la physiologie d'une personne. Conclusion, l'identité de genre ne peut pas être un critère d'admissibilité pour la catégorie féminine. Parce que ça veut dire que si on accepte, ça veut dire qu'on peut fort bien accepter des hommes dans cette catégorie-là. Ça ne fonctionne pas. Le troisième terme associé au sexe encore, c'est le sexe légal. Sexe légal, c'est la mention officielle du sexe inscrite à l'état civil. Alors, ça peut être féminin, masculin. Au Québec, on a maintenant X, non binaire, alors donc qui n'est pas un sexe, qui est une identité de genre. C'est parce que le sexe légal, maintenant, dans plusieurs pays, de 30 à 40 pays, la mention sexe est un peu comme celle qu'on a au Québec actuellement, dans le Code civil. Mention sexe figurant à l'acte de naissance et de décès d'une personne désigne le sexe de cette personne ou encore son identité de genre. Donc, essentiellement, on combine sexe et identité de genre. Ça veut dire que ce qu'on retrouve sur le passeport, ça ne correspond pas nécessairement au sexe biologique. Il n'est pas étonnant que le CIO, il est étonnant que le CIO se fie à ça pour décider dans des cas comme l'imam Khalif, qui utilise le sexe sur le passeport, alors que ce sexe-là n'a aucune correspondance avec le sexe biologique, ou peut ne pas avoir de correspondance avec le sexe biologique. Alors, il faut se méfier du sexe légal. Alors, le deuxième enjeu important que je veux toucher essentiellement, c'est qu'on se retrouve ici dans un enjeu éthique qui englobe deux grands pans. Je dirais l'équité sportive, qui est l'idée d'assurer des compétitions équitables, sécuritaires dans la catégorie féminine, et l'inclusion, qui est de favoriser la participation dans les sports du plus grand nombre possible d'athlètes, y compris les femmes trans et les personnes intersexes. Donc, on est un petit peu... ce qu'on va voir par les instances décisionnelles, c'est un peu comment ils vont jouer sur ces deux plans-là. Alors donc, je pense au CIO,
le CIO s'est complètement dissocié de tout ce qui était critères biologiques et s'est consacré simplement un peu à l'idéologie pour favoriser l'inclusion et l'équité. Alors donc, c'est un cadre surtout idéologique pour favoriser l'inclusion et l'équité. C'est un cadre problématique qui a été critiqué par par les grandes associations sportives et ça a été vertement critiqué. Alors, le CIO, ni plus ni moins que donner la gestion des critères biologiques pour l'admissibilité dans les catégories féminines, en leur disant de façon très claire qu'ils devaient se montrer très inclusifs, tout en protégeant la catégorie féminine de l'avantage physiologique masculin. Alors, c'est un petit peu contradictoire, mais ça se fait, en le sens que on peut être inclusif, puis si on protège la catégorie féminine de l'avantage physiologique, bien qu'eux ne disent jamais ils disent jamais ils disent un avantage disproportionné. Alors, c'est une autre histoire, là. Alors, essentiellement, c'est un cadre qui n'est pas du tout opérationnel pour personne. Alors, c'est pour ça que les fédérations ont développé leur propre stratégie biologique pour identifier leurs critères d'admissibilité. Il faut que je parle encore du fameux CCES, de Canadian Center for Ethics in Sports. Pour eux, les règles, on doit respecter les règles internationales provenant des fédérations CIO pour le sport d'élite. Ah, ils n'ont pas le choix, sinon on va pas aux Olympiques. OK? Alors, donc, c'est un peu compliqué de ne pas le faire. Alors, mais s'il y avait la possibilité de ne pas le faire, ils le feraient. Parce qu'ils considèrent que pour tout le reste des compétitifs de sport au Canada, la priorité est à l'inclusion. Et sans égard pour les catégories féminines. Et vous allez voir plus tard que c'est dit de façon assez crue, ce genre de choses-là. Évidemment, les autres possibilités qui s'offrent, c'est de créer des compétitions alternatives pour ces personnes-là, c'est-à-dire des compétitions mixtes, open, tout en protégeant la catégorie femelle. Mais il y a des problèmes avec ça, surtout le problème principal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ces qui serait susceptible de rentrer dans ces catégories mixtes. Alors, le troisième enjeu de l'éligibilité dans les catégories féminines, c'est les athlètes transgenres. Alors, qu'est-ce qu'une personne transgenre? C'est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas à son sexe. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Très important de faire la distinction entre genre et sexe. OK? Et donc, essentiellement, l'identité de genre, c'est le sentiment profond d'être un homme, une femme, ni un ni l'autre, ou les deux, peu importe là, ce que c'est. Et dans un contexte sportif actuel, ben, il faut que la personne transgenre qui veut participer dans des sports d'élite doivent s'inscrire dans une des deux catégories. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Alors, c'est mâle ou femelle. Alors, ça crée des situations intéressantes. Je vais passer d'un cas possible qui peut se produire. Toujours en gardant l'idée, pour moi, de distinguer sexe et genre. Si on faisait ça, la problématique serait beaucoup plus simple à régler. Alors, si la personne transgenre est de sexe féminin, toutes les personnes transgenres ont un sexe biologique. OK? On s'entend. Puis ce sexe biologique-là a été décidé lors de la fécondation par l'assemblage des chromosomes sexuels. Alors, il n'y a pas le choix. S'il a changé de genre, ça n'a changé absolument rien à son sexe. Okay? Alors, si la personne transgenre de sexe féminin et veut concourir dans la catégorie mâle, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'admissibilité. Parce que de fait, c'est une femme qui n'a pas vraiment d'avantage indu au niveau de la compétition avec des hommes. Ben, peut-être qu'il y a un sport qui m'échappe, là, mais c'est possible. Donc, il n'y a pas vraiment. En fait, le seul enjeu d'admissibilité que je vois, c'est plus une question d'acceptabilité par les hommes, de femmes dans leur catégorie. Mais il faut vraiment. Enfin, c'est une possibilité. Si la personne transgenre est de sexe mâle et veut concourir dans la catégorie femelle, ben c'est là qu'il y a le problème. Alors là, il y a un enjeu d'admissibilité parce que cette personne mâle-là a un avantage physiologique mâle qui va créer un environnement qui ne sera pas équitable et en fait, il n'y a pas sa place dans une compétition féminine. Donc, les personnes transgenres de sexe mâle n'ont pas leur place dans les compétitions féminines, mais ils peuvent participer dans la catégorie de leur sexe biologique. Personne ne va les empêcher de faire ça. Okay? Alors donc, il faut que ce soit clair. L'autre solution, évidemment, comme j'ai mentionné avant, c'est la catégorie open ou mixte. Je pense que World Aquatics, la Fédération aquatique de nage, là, ont essayé d'instaurer une catégorie open, puis il n'a pas fonctionné. Il n'y a personne qui s'est inscrit. Alors, OK. Évidemment,
pas mal, une grande partie de la science du sport s'est consacrée depuis qu'on veut savoir si les personnes transgenres peuvent participer dans la compétition dans les catégories féminines, sont attablés pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour transformer une personne transgenre de sexe mâle dans une personne qui n'aura pas d'avantage indu s'il est dans la catégorie féminine. OK? Alors, évidemment, tout de suite, on a pensé à la testostérone et on a essayé de travailler, de déterminer jusqu'à quel point on pouvait supprimer l'avantage physiologique mâle en l'associant avec une suppression de la testostérone pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, les études, je vous donne une citation qui vient de l'étude qui est mentionnée ici, qui est publiée en 2021. Les études longitudinales examinant les effets de la suppression de la testostérone sur la masse musculaire et la force chez les femmes transgenres montrent systématiquement des changements très modestes. La perte de masse maigre, de surface musculaire, de force, s'élevant généralement à 5% après 12 mois de traitement. Ainsi, l'avantage musculaire dont bénéficient les femmes transgenres n'est que très légèrement réduit lorsque la testostérone est supprimée. Deuxième citation d'une étude plus récente, celle-là, je pense que c'est 2024, pour le CIO. 12 études longitudinales contrôlées portant sur plus de 800 femmes transgenres non peu entraînées. Imaginez si on avait été avec des femmes transgenres entraînées, ont montré que la suppression de la testostérone pendant 1 an n'entraîne qu'une perte de 5% de la masse musculaire force. Je veux dire, ces résultats, il y a eu beaucoup d'études, c'est bravo, mais dès le départ, on peut imaginer que l'avantage physiologique masculin ne disparaît pas. Je veux dire, un homme de 6 pieds 4 qui fait une transition, un peu comme un nageur là, qui est aux États-Unis, dont on a beaucoup entendu parler, qui est passé à la catégorie femme, il a beau avoir eu une suppression de testostérone, avoir baissé son taux, il mesure encore 6 pieds 4, il y a encore des membres disproportionnés par rapport à une femme, et ceci fait en sorte qu'il a l'avantage physiologique mâle, il va l'avoir toute sa vie. Il n'y a pas d'affaire dans une catégorie féminine si c'est l'avantage physiologique mâle qui est le critère d'admission. Alors donc, mais il y a eu beaucoup d'études et on a essayé fort, les scientifiques ont essayé fort de voir, d'établir la science en arrière de ça et tout concorde. Il y a bien eu une étude la semaine passée qui est sortie dans le British Journal of Medicine, je pense, qui tout à coup, eux autres ont trouvé que non, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de problème. Les femmes trans peuvent compétitionner avec les femmes. Ils ont fait une analyse de quelques variables dans une trentaine d'études, puis ils ont trouvé en partie, ils ont étudié la masse musculaire, la masse maigre, mais ils ont pris des données qui contrôlaient pour la taille. Alors, en tout cas, bref, je ne vais pas aller là-dedans, là, il y a plein de problèmes. Il y a déjà eu 3 interventions assez convaincantes pour dire que l'étude était intéressante, mais que ça n'avait pas rapport avec le sport d'élite en particulier. Enfin, on continue. Alors, je reviens encore à notre fameux centre, le Canadian Centre of Ethics in Sports, qui a publié une étude en 2022 qui prétend avoir établi la science en ce qui a trait aux personnes transgenres, puis dans leur fait saillant, il y a ces petits carrés-là que j'ai sortis, je ne vais pas en mettre trop, mais essentiellement ce que ça dit, c'est biomedical research does not show a clear link between testosterone and athletic advantage, and that trans women do not have an inherent athletic advantage over cisgender women. Ils disent de rejeter, ça c'est des conseils aux associations là, pour qu'ils décident de le format de la compétition sportive. Reject misinformation and biased research when making trans participation policy. Don't use research that asserts trans women have inherent athletic advantages. Alors, c'est un rejet de la science complet et total. Cet organisme-là, on aurait pu changer le nom pour ministère de la propagande. Ça n'a aucun bon sens. On fait rire de nous autres comme nation au niveau international. Les critiques que j'ai lues de ça, ils ont dit, je ne peux pas croire que les payeurs de taxes canadiens payent pour ce genre de choses-là. C'est un refus total de la science, c'est totalement idéologique. OK, on a assez parlé. On va parler du cadre du CIO, que j'ai mentionné à quelques reprises, pour dire pourquoi je considère que, puis en fait, je ne suis pas tout seul, qui considère que ce cadre-là est idéologique. Je donne seulement qu'un exemple.
un exemple qui a été noté dans l'article qui est indiqué là, qui a été publié en 2024. La présomption de non-avantage. Je vous lis le 5.2. Jusqu'à preuve du contraire, les athlètes ne doivent pas être considérés comme ayant un avantage compétitif injuste, disproportionné en raison de leur intersexuation, de leur apparence physique ou de leur transidentité. Alors, une position de présomption de non-avantage, en fait, c'est intenable lorsqu'une athlète trans-femme provient directement d'une population qui bénéficie d'un avantage biologique masculin. Au départ, ça ne devrait pas être une présomption de non-avantage, ça devrait être le principe de précaution qui s'installe pour pas que ces personnes-là, pour préserver l'équité. Là, quand on dit jusqu'à preuve du contraire, je pourrais vous présenter le point numéro 6. Le point numéro 6 suggère, demande aux fédérations de faire des études permettant de savoir exactement la quantité de testostérone, la diminution de testostérone nécessaire pour pas qu'il y ait un avantage disproportionné et de le faire pour chacune des épreuves à l'intérieur de leur fédération pour pouvoir établir des critères précis, clairs et inclusifs. Le problème avec ça, c'est qu'on n'aura jamais de données qui vont pouvoir établir ceci. Des études, par exemple, pour savoir si, je ne sais pas moi, dans le 200 mètres, le 100 mètres brasse, il faut faire une étude là-dessus avec des transgenres, avoir une étude longitudinale où c'est impossible. Alors, autrement dit, la preuve du contraire est impossible à mettre en place. De sorte que on voit que c'est pas du tout aligné avec la science comme principe. Fort heureusement, il y a des nouveaux principes qui s'en viennent, alors ça devrait j'espère que ça va se régler. Les athlètes intersexes. Alors, les athlètes intersexes sont apparus tout à coup dans le paysage scientifique, surtout suite à un article de Anne Foster Sterling en 1993 qui disait qu'il y avait 5 sexes. Alors donc, dans cet article-là, qui est cité tout le temps, elle propose 3 nouveaux sexes, en plus des mâles et des femelles. Alors donc, ces nouveaux sexes-là sont de fait des sous-groupes d'individus dits intersexes, c'est-à-dire porteurs d'anomalies du développement reproducteur. On appelle aussi ça variation, on appelle ça des différences de développement reproducteur, DSD, c'est le terme qui est souvent utilisé. Mais ces gens-là ont des anomalies. Alors, parfois, il y a les chromosomes sexuels qui ont une forme autre que XY, autre que XX. Des personnes qui ont XYXX, mais qui ont un trouble du développement sexuel lié à une anomalie génétique ou hormonale ou anatomique. Alors, ce sont un ensemble. Alors, j'arrête tout de suite de parler de cet article-là parce que Foster Sterling elle-même a arrêté de parler de 5 sexes. Presque immédiatement, elle a écrit d'autres articles presque pas longtemps après pour dire que non, le sexe, en fait, c'est un continuum et en tant que tel. Mais l'idée de Foster Sterling qui est importante, c'est qui a été adoptée, c'est parce que ça rejetait la binarité. Alors, si ça rejette la binarité, ben, en général, il y a tout un pan idéologique qui aime bien ce concept-là parce que la binarité, c'est porteur d'oppression, c'est du patriarcat, c'est l'horreur, puis ça efface les minorités. Alors, en l'an 2000, elle a établi, en fait, Anne Foster Sterling a créé un article avec des étudiants du bac à son université, je pense que c'était Brown, puis ont fait un recensement de toutes les DSD, puis ils ont établi qu'il y avait 1,7% de la population humaine qui serait des intersexes. Alors, elle a établi sa définition d'intersexe, des personnes déviant d'un idéal platonique de mâle et femelle. Alors, c'est pas encore clair ce que ça veut dire, un idéal platonique. Il y avait... par exemple, j'ai vu la longueur du pénis, c'est un des critères possibles. Alors donc, il y a une certaine longueur normale, pour ça, il y a une longueur qui serait trop petite. Mais en fait, c'est essentiellement avec cette philosophie-là, on serait tous à quelque part d'intersexe parce qu'on n'est jamais selon un idéal platonique. En tout cas, bref, Or, en 2002, il y a un autre article qui est sorti, comme il est indiqué ici, qui a revu le chiffre à la baisse par un facteur de 100. Alors, on est rendu à 0,018 de la population humaine. Pourquoi? Parce que simplement une étude des DSD ou des personnes intersexes, des maladies, et il a établi que
plusieurs des anomalies du développement sexuel vont résulter à la naissance en des individus qui auront des organes génitaux externes distinctement mâles ou femelles, qui sont encore avec leur sexe. Alors oui, c'est de la variabilité, mais ça ne veut pas dire que ce sont des sexes distincts et qu'il y a un troisième sexe. Puis dans son étude, ben, je le mets ici, là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, il fait une étude des DSD qui est inclus dans les intersexes. Alors, il y a une maladie ici, là, un syndrome d'hyperplasie congénitale juvénile des surrénales. Juste ça tout seul, alors que les individus, on peut identifier le sexe sans problème, ben c'est 1,5% du 1,7%. Ça veut dire qu'il reste 0,2. Et il y a quelques autres maladies ici qui remplissent. Le point important, peut-être, c'est le point 0,2. Ça, ici, il s'agit vraiment d'individus pour qui soit le sexe est une erreur d'identification ou le sexe est ambigu. Alors, donc, puis ces cas-là, ces maladies-là, ces syndromes-là, je devrais dire, se retrouvent souvent dans les controverses associées avec la catégorie féminine. On va y revenir plus tard. Alors, d'un point de vue scientifique, les personnes qui ont une des 40 anomalies, il y en a plus que 40, du développement sexuel vont produire, lorsque fertiles, des gamètes mâles ou des gamètes femelles. Donc, il n'y a pas de troisième type de gamètes, je m'excuse, j'aurais dû écrire gamètes, pas gonade, ou troisième type de sexe. Il n'y a pas de troisième sexe. Alors, donc, ces personnes-là s'inscrivent dans la variabilité des morphologies mâles ou femelles. Si le porteur d'une anomalie développementale est stérile, ça arrive, qu'ils sont infertiles, son sexe peut être identifiable par d'autres marqueurs sexuels. On pense ici aux gonades, aux organes sexuels externes. Je veux dire, l'infertilité, c'est des choses qui arrivent, c'est des anomalies qui arrivent, mais ça ne remet pas en question la binarité du sexe. Il existe des personnes pour qui il est difficile de dire si c'est un mâle ou une femelle. Le sexe est tellement ambigu, l'anomalie est tellement sévère, et effectivement, ben, bravo, la personne va finalement décider c'est quoi son propre sexe, mais ça n'enlève pas le fait que le sexe est foncièrement binaire. Okay? C'est une exception. Je veux dire, je fais une analogie. C'est pas parce qu'une personne est aveugle qu'on va dire que l'humain n'est pas caractérisé par la vision. Okay? Alors donc, c'est pas parce qu'on a une anomalie qui fait qu'on peut avoir 6 doigts qu'on va dire que l'humain est caractérisé par 5 à 6 doigts. Alors donc, c'est la caractéristique du développement normal et de 5 doigts. Alors donc, c'est de cette façon-là qu'il faut l'interpréter. Alors, je reviens brièvement à nos bulles associées avec la testostérone qui montraient qu'il y avait vraiment une courbe mâle, une courbe femelle, qui n'avait aucun chevauchement, en fait, qui était très éloignée. Si on met les maladies, les maladies à l'intérieur de cette courbe-là, ben, même pour les maladies très graves qui pourraient entraîner une certaine confusion, elles se retrouvent toujours à l'intérieur de la courbe. C'est-à-dire que si vous regardez, je ne sais pas moi, 5-ARD ici, qui est la déficience d'une enzyme qui fait en sorte que la personne est un mâle, sauf que la déficience d'une enzyme fait en sorte que les testicules restent internes et que l'anatomie externe va ressembler à celui d'une fille. Alors, il peut y avoir erreur à l'identification à la naissance. On va classifier la personne comme étant une fille. C'est triste. Les personnes vont être élevées comme des filles et tout ça, mais tout à coup, ils vont vivre une puberté. Alors, donc, ils vont produire de la testostérone à l'intérieur de cette bulle-là. C'est le cas en particulier de 2 athlètes, en fait, Caster Semenya, qui est une athlète qui a gagné une médaille d'or, elle, on a établi, et parce qu'elle a été en cours et tout ça, on sait que c'est un 5-ARD qu'elle était, donc ça veut dire qu'elle a gagné des médailles d'or en tant qu'homme dans une compétition féminine. Alors, avec une biologie d'homme dans une compétition féminine. Alors, donc, et c'est aussi, on pense, le cas de Iman Khelif, bien qu'il manque quelques informations à ce cas-là. Dans le cas ici, ça, c'est l'insensibilité complète à la testostérone, aux androgènes. Alors, ça veut dire que ces personnes-là ici vont produire de la testostérone comme une personne mâle, sauf que
il n'y a aucune sensibilité à la testostérone. Donc, leur développement va être, ne sera pas, il n'y aura pas d'avantage physiologique mâle. Ces personnes-là vont avoir aucune virilisation du corps, vont vivre aucune puberté masculine, vont essentiellement développer une morphologie qui va être très semblable à celle d'une femme et peuvent être classifiés hommes parce qu'ils vont avoir un XY. Alors ça, c'est des cas bien particuliers où une personne qui est identifiée XY pourrait participer dans une catégorie féminine. Enfin, l'idée, c'est que plusieurs des profils de testostérone de personnes intersexes correspondent au sexe qui leur est attribué. OK. Alors donc, en ce sens, je dirais que World Athletics et la Fédération internationale de ski qui ont décidé que ce serait seulement que les personnes qui sont SR-, c'est-à-dire qui n'ont pas de gène SRY, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le chromosome Y, vont être éligibles en catégorie femme. Puis la question légitime qu'on se pose, évidemment, c'est le cas que je viens de mentionner, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Alors, il y a une décision à prendre. World Athletics a déjà décidé qu'elle les acceptait dans la catégorie femmes parce qu'elle n'a aucun avantage physiologique mâle. La Fédération de ski n'a rien dit à ce propos-là, alors je ne sais pas si ça va changer. Mais on pourrait très bien avoir ce genre de décision-là prise par le CIO. Ça serait très bien. Alors, donc, il y a une autre maladie qui est dans le même cas, le syndrome de Swyer, qui est une dysgénésie gonadique, c'est-à-dire que essentiellement, aucune gonade se développe. C'est une personne qui est XY, donc chromosome homme, mais comme il n'y a aucune gonade qui se développe, par défaut, une morphologie féminine va se développer. Donc, ces personnes-là n'ont aucune trace d'avantage physiologique mâle, pourraient fort bien être acceptées dans la catégorie féminine et la catégorie conserverait son caractère éthique, d'équité et de sécurité. Malheureusement, ces personnes-là ont également d'autres problèmes qui font qu'il est fort peu probable qu'ils soient jamais des athlètes d'élite. Alors donc, c'est improbable. Alors donc, je vais sauter celle-là ici. Je vais conclure. Alors, ma conclusion, essentiellement, je vais la lire parce que ça fait un résumé de ce que j'ai dit, puis ça va pousser le point. Le sexe est binaire chez l'humain et les deux sexes sont des catégories strictes bien ancrées dans la biologie et la réalité. L'humain présente un dimorphisme sexuel qui a évolué en fonction de pressions sélectives liées au rôle reproductif des deux sexes sur des milliers de générations. Une partie de ce dimorphisme donne aux hommes un avantage physiologique masculin. C'est pas tout, le dimorphisme. Par exemple, je sais pas moi, la voix, c'est pas un caractère qui va donner un avantage physiologique masculin, mais ça fait partie du dimorphisme sexuel, la différence entre hommes et femmes. Alors donc, c'est une partie de ce dimorphisme qui est important au niveau des performances sportives et ça va créer l'avantage physiologique mâle, qui est l'ensemble des caractéristiques corporelles qui confèrent une taille, une masse, une force musculaire, en fait, toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées depuis le début. Et ceci, depuis le stade fœtal, ça s'est développé depuis le stade fœtal jusqu'à l'âge adulte, en passant par la puberté. Alors donc, et c'est le critère qui devrait être le critère numéro 1 pour décider l'éligibilité dans les catégories féminines. Alors, le sexe biologique humain est déterminé par un système de chromosomes sexuels XYXX dès la formation du zygote. Alors, à la naissance, le sexe d'une personne mâle ou femelle est identifiable dans 99,98% des cas grâce à l'anatomie des organes génitaux externes. Et il ne faut pas oublier que le sexe s'est formé dans le zygote et il est aussi définitif et immuable. On ne peut pas changer de sexe biologique. Parmi ces indicateurs, la présence de chromosomes XY constitue le meilleur prédicteur qu'une personne a traversé une puberté masculine et qu'elle possède l'APM. Un cadre futur plus biologique et rationnel que celui proposé par le CIO en 2021 pourrait être mis en place et viserait à exclure cet avantage physiologique masculin, ou du moins les personnes qui le possèdent, de la catégorie féminine pour une question d'équité et de sécurité. Alors, les critères d'admissibilité qu'on retrouve présentement pour World Aquatics et la Fédération internationale de ski, qui visent à détecter l'absence complète de testostérone d'origine testiculaire, ayant eu un effet de virilisation sur le corps, donc une absence d'APM, est un bon critère.
et le test en tant que tel de SRY, qui essentiellement dit que si on est négatif, c'est une absence de l'APM, donc c'est admissible dans la catégorie féminine. Si le test est positif, c'est une présence de l'APM, donc c'est non admissible dans la catégorie féminine, et avec une procédure d'appel pour les cas spéciaux que j'ai indiqués plus tôt au niveau de l'intersexe. Alors, c'est ma prédiction, et c'est mon souhait en même temps, pour le CIO. Si c'est le cas, il va y avoir donc eu 25 ans ou 30 ans de perturbations dans le sport. On connaît peut-être plus la nature de l'avantage physiologique masculin, mais on va retourner à la biologie. Et en retournant à la biologie, on retourne à la création d'une catégorie féminine qui va faire preuve d'équité et de sécurité pour les femmes. Merci. Merci beaucoup, François, pour cette excellente conférence. Ça a été pas mal éclairant.